Marché financier, première semaine d'avril. Allons-nous vivre la semaine de la libération pour les actifs risqués en bourse? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Et oui, le mois d'avril arrive et cette première semaine du mois d'avril est chargée en temps forts fondamentaux avec, naturellement, ce qui met la pression sur les actifs risqués en bourse depuis le début de l'année, en tout cas sur le marché action américain, cette fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux qui ne bouleverse pas pour le moment l'activité économique réelle. L'activité économique réelle reste solide, notamment aux États-Unis, mais qui bouleverse les anticipations macroéconomiques, qui crée de l'incertitude, qui met le sentiment du marché au plus bas. D'ailleurs, sur l'ensemble des actifs risqués, lorsque vous regardez les indicateurs de sentiment, qu'il s'agisse du marché action, des actions américaines ou même du marché des crypto-monnaies, l'incertitude quant au cadre macroéconomique prospectif, eh bien, retient les actifs risqués. Eh bien, cette semaine sera la semaine de la libération. Oui, vous m'avez bien compris, je vous annonce une explosion haussière. Non, je plaisante. Alors pourquoi avoir titré de cette façon? Pourquoi avoir titré marché financier, bourse, marché action, marché des cryptos, semaine de la libération? Eh bien parce que ce n'est pas moi qui l'ai nommé comme ça. Ce mercredi 2 avril, c'est le président américain, Donald Trump, le président américain, qui déclare que ce mercredi 2 avril est le jour de la libération. Parce que c'est le jour où vont commencer les fameux tarifs douaniers dits réciproques entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux. Et c'est ce mercredi 2 avril, et bien sûr d'ici là, puisque les informations sont distribuées au compte-gouttes, mais les tout derniers paramètres seront connus ce mercredi 2 avril, eh bien, c'est donc selon ces paramètres. Le principe des tarifs réciproques, c'est assez simple à comprendre. Disons qu'un partenaire commercial des États-Unis, prenons l'Allemagne, impose, je dis n'importe quoi, 5% sur les produits américains agricoles, eh bien, les États-Unis feront pareil. Et si les États-Unis actuellement imposaient des droits de douane de 3% sur les produits agricoles allemands, eh bien, ça montera à 5%. Donc, c'est juste une égalisation. Mais voilà, ça, c'est le schéma idéal. C'est un schéma de tarif réciproque global, sans exception, ni exception pays, ni exception secteur, et qui permettrait finalement, où l'on pourrait considérer que ces tarifs douaniers sont déjà intégrés dans les cours. Bon. Sauf que voilà. Prenez l'exemple du secteur automobile, qui lui est visé par des droits de douane spécifiques de 25%, ou encore l'aluminium, l'acier, et j'en passe. Bon, Donald Trump raisonne vis-à-vis de certains pays, mais aussi vis-à-vis des blocs commerciaux. Certains blocs commerciaux seront-ils visés plus spécifiquement? Les droits de douane vont-ils aller au-delà de la simple réciprocité? D'autres secteurs vont-ils être visés ou pas en direct? Bon, le marché, il y a deux choses qu'il n'aime pas. Que l'on bouleverse les perspectives de croissance économique, parce que vous bouleversez les perspectives de croissance des profits des entreprises. Et donc pour ça, la guerre commerciale, jamais la guerre commerciale n'a été un accélérateur de la croissance économique mondiale. Donc dans tous les cas, cela va retirer des points de croissance, points de pourcentage de croissance, mais des tarifs réciproques généralisés seraient un moindre mal. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, le marché n'aime pas l'incertitude. Donc déjà, en soi, le fait d'avoir, à partir du 2 avril, on l'espère, la totalité définitive des informations, en espérant que ça ne changera pas 2 jours plus tard ou une semaine plus tard, peut déjà en soi apporter un peu de calme à la volatilité du marché. Bon. Donc cette première semaine du mois d'avril, elle est très importante parce que rappelez-vous, dans mes 2 émissions dernières Top Gun, je vous ai montré la corrélation positive entre le niveau général de la liquidité, qui consiste en l'addition des agrégats monétaires M2 des principales économies, et qui est en rebond depuis le début de l'année, alors essentiellement grâce au repli du dollar américain, grâce au rebond du M2 chinois, mais c'est aussi à partir d'avril, souvenez-vous, que la Fed commence à ralentir la vitesse de baisse de son bilan.
Et nous savons que cette liquidité se déverse sur les actifs risqués en bourse avec un décalage temporel de 8 semaines, 10 ou 12 semaines. Le délai fait débat d'ailleurs parce que ce n'est pas toujours le même délai et que les corrélations varient. Bon. Mais donc, tout de même, le marché a beaucoup d'attentes pour que cette liquidité en rebond depuis le début de l'année vienne se déverser sur les actifs risqués en avril-mai. En avril. Mais pour cela, eh bien, ça tombe bien, dès le 2 avril, ce jour de la libération, c'est finalement ça qui va décider si oui ou non la liquidité mondiale va venir se verser sur le marché actions. Tout simplement. Donc elle est majeure. C'est une semaine en fait autour du débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette semaine, vous n'avez pas que le jour de la libération du 2 avril. Vous avez vendredi 4 avril le rapport NFP, les statistiques sur le marché du travail aux États-Unis. Et l'emploi c'est l'indicateur clé sur la probabilité d'une récession. Est-ce que les entreprises ralentissent leurs embauches? A-t-on déjà des destructions d'emplois en lien avec cette incertitude commerciale? Comment vont réagir les différents secteurs visés? Est-ce que ça a déjà commencé? Rappelez-vous que le taux de chômage U6, donc le taux de chômage plus global aux États-Unis, est monté à 8% de la population active dans le dernier rapport NFP, de 7,5 à 8 d'un coup. Donc qu'en sera-t-il ce vendredi 4 avril pour le rapport NFP? Ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Dans la troisième partie, j'ai envie de vous faire un zoom sur un des modèles assez connus de probabilité d'une récession aux États-Unis, le modèle du LEI, le Leading Indicator du Conference Board, qui lui met bien en évidence cette divergence entre l'activité économique actuelle, qui tient le choc, et les perspectives qui sont dans l'inquiétude et le doute. Bon, ça c'est intéressant. Et quatrième partie, comme chaque semaine, je vous ferai le point sur tous les horizons de temps, le point technique, pour l'indice S&P 500. C'est parti. Marché financier, allons-nous vivre cette fameuse semaine de la libération, cette première semaine d'avril pour les actifs risqués en bourse? Le plan, je vous l'ai décrit dans l'introduction, donc là je vous le redonne, je souhaite le lire à l'écrit, donc 4 parties. Première partie, on fait le point sur ce 2 avril, dont tout le monde parle, donc vous avez déjà probablement beaucoup d'infos, je vous donne un peu mon raisonnement par rapport à ça. Deuxième partie, ça reste un enjeu stratégique. Chaque début de mois, chaque premier vendredi de mois, la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis, comme baromètre ultime sur ce débat de la probabilité d'une récession aux États-Unis. Le zoom sur le LEI du Conference Board et donc le point technique S&P 500 sur tous les horizons de temps. Alors mercredi 2 avril 2025, c'est le jour de la libération avec le début des tarifs douaniers dits réciproques de Donald Trump, qui visent essentiellement les principaux partenaires commerciaux des États-Unis avec lesquels les États-Unis ont un déficit important, puisque vous allez voir que dans les paramètres, donc vous avez ici les chiffres, pour les déficits commerciaux les plus importants, c'est surtout la Chine, le Mexique, le Vietnam, l'Allemagne, le Japon, le Canada, la Corée du Sud aussi qui est assez ciblée. Vous avez pu voir les datas, je me ferai réapparaître. Et donc oui, ce monsieur qui nous montre du doigt, qui me montre du doigt, qui vous montre du doigt, qui montre du doigt la terre entière en disant, voilà, attention, les États-Unis, on ne nous volera plus d'argent, car le raisonnement de l'administration Trump, c'est qu'un pays avec lequel les États-Unis sont en déficit commercial, c'est un pays qui vole de l'argent aux États-Unis. C'est même pas un pays qui s'inscrirait dans des règles commerciales fair, c'est du vol, purement et simplement. D'ailleurs, vous allez voir que dans les exceptions, dans les quelques exceptions, alors, bien sûr, beaucoup de détails vont être délivrés et les choses peuvent bouger, mais quand j'enregistre cette vidéo, ce qui se raconte dans l'entourage journalistique financier autour de la Maison-Blanche, c'est que les pays avec lesquels les États-Unis sont en excédent commercial et avec lesquels les États-Unis n'ont pas de barrière douanière dans les deux sens, eh bien, seront exclus de ces tarifs dits réciproques. En fait, pour le marché action américain, pour le S&P 500, tout le débat est là. Si vous voulez, ce débat en fait sur les tarifs réciproques, qu'est-ce que c'est? C'est le débat sur les perspectives macroéconomiques. Les perspectives macroéconomiques, c'est le débat sur quel sera le niveau de la croissance économique ces prochains mois. Et ce débat sur le fait de savoir quel sera le niveau de la croissance économique ces prochains mois, c'est le débat autour de savoir quel sera le niveau de la croissance des bénéfices ces prochains mois. Et au stade actuel, vous pouvez voir que les anticipations de bénéfices du S&P 500 pour
l'année 2025 sont très élevés. Donc, une guerre commerciale qui serait hors de contrôle viendrait bouleverser ça. Et si vous voulez, le S&P 500 a perdu 10% entre son record de février et le point bas de la correction de mars. On peut considérer que ces 10% intègrent des tarifs réciproques assez lisses, assez globales, et n'intègrent pas probablement si plusieurs secteurs particuliers sont visés, ou si un pays en particulier, je ne sais pas, la Chine, l'Allemagne, serait visé par des droits de douane qui iraient au-delà de l'aspect réciproque. Donc, ce que nous savons, c'est que ces tarifs réciproques vont entrer en effet immédiatement, à partir du 2 avril. Bon. Cette journée sera probablement décisive. Décisive pourquoi? Parce que, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, il y a une corrélation forte, très forte, de long terme, et même valable en fait sur tous les horizons de temps entre le S&P 500 et la liquidité mondiale selon M2. Et cette liquidité mondiale, avec à chaque fois un décalage temporel, et cette liquidité mondiale a été en fort rebond depuis le début de l'année, essentiellement par la baisse du dollar américain et par le rebond du M2 chinois. Et pour que cette liquidité mondiale vienne comme à chaque fois, avec retard, vous voyez bien, à chaque fois avec retard, se déverser sur les actifs risqués, pour que cette liquidité mondiale vienne se déverser sur le S&P 500, pour que cette liquidité mondiale vienne se déverser sur les actifs risqués, et en particulier le cours du Bitcoin tout au long du mois d'avril et une partie du mois de mai, eh bien, il est nécessaire que ces tarifs douaniers ne représentent pas un choc macroéconomique. Alors, ces tarifs douaniers, plusieurs paramètres vont compter, des paramètres d'incertitude. Tout d'abord, est-ce que certains pays ou blocs commerciaux en seront exclus? Bon, Donald Trump, on sait, ne se prive pas de s'attaquer aux alliés directs des États-Unis. Mais tout de même. Alors, le secteur automobile est visé par des droits de douane de 25%. D'autres secteurs vont-ils être ciblés? Quand j'enregistre cette vidéo, d'ici le moment où vous allez la regarder, ou d'ici le 2 avril. Bon, ça c'est décisif. Et on sait que certains secteurs, je prends par exemple le secteur vin et champagne, pour la France par exemple, mais pas que, pour beaucoup de pays européens. Certains pays seront-ils exclus des droits de douane? Ou peut-être que, là comme vous savez, il y a actuellement des discussions entre l'administration Trump et la Commission européenne, entre l'administration Trump et le ministère du Commerce chinois, entre l'administration Trump et les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Si d'ici là des accords sont trouvés, peut-être que certains pays seront exclus de ces tarifs réciproques, ou que un accord commercial sera annoncé le même jour. Il y a comme ça beaucoup d'incertitudes. Et si vous voulez, cette incertitude, on la retrouve partout d'ailleurs. Même la Réserve fédérale des États-Unis s'inscrit dans cette incertitude. Si vous prenez les dernières mises à jour que la Réserve fédérale des États-Unis a proposées, et ça date donc d'il y a une dizaine de jours, la Fed a révisé en baisse par rapport à décembre ses anticipations de croissance pour les États-Unis en 2025-2026, et elle a revu en hausse ses anticipations d'inflation, ici sous-jacente et nominale, pour tenir compte de cette incertitude liée à la guerre commerciale. Just in case, au cas où, cela provoquerait un choc macroéconomique. Mais rien n'est certain. Donc, il y a cette incertitude, et je vais vous montrer d'ailleurs plus tard qu'actuellement, il y a un vrai décalage entre l'activité économique réelle qui tient le choc et les indicateurs avancés. C'est ce que montre le leading indicator du Conference Board. Et bien sûr, pour les actifs risqués, alors pour le S&P 500, les détails de ces tarifs réciproques, et la suite de la tendance du S&P 500, c'est dans quelle mesure il va y avoir un ralentissement économique, dans quelle mesure cela peut ou non relancer l'inflation. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet en vous expliquant que lors du premier mandat de Donald Trump, la guerre commerciale à outrance avec la Chine n'avait pas été un accélérateur de l'inflation, notamment de l'inflation des services. Mais tout de même, c'est important. Et d'ailleurs, c'est là où ça peut être très important de suivre les indicateurs d'inflation en temps réel. Et donc là, récemment, Truflation augmente. Et moi, je vous invite à suivre notamment une composante qui est très importante, qui va être l'inflation en temps réel des nouveaux véhicules, des nouvelles voitures. Alors pour le moment, on est à 0,76, donc c'est vraiment très bas. Mais si vraiment les tarifs réciproques
devait représenter un choc pour le secteur industriel, eh bien c'est au niveau de cette inflation des nouveaux véhicules automobiles en temps réel que vous verriez quelque chose. Donc, en fait, d'une part, nous attendons les détails, et ensuite, dans les premières semaines, est-ce que concrètement, il va y avoir des hausses de prix? C'est tout ça qui va agir, en fait, sur la suite pour le S&P 500. Et le secteur automobile, il est majeur, hein. Vous avez ici les chiffres qui nous viennent de Bloomberg, qui vous montrent un peu la valeur des échanges entre de voitures et de pièces détachées entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux. On parle quand même de sommes 78 milliards, 39 milliards, 36 milliards, 31 milliards, 24 milliards. Nous parlons de sommes qui sont donc colossales. Et d'ailleurs, pour le secteur automobile, c'est le Mexique, le Japon et la Corée du Sud qui sont le plus exposés. Alors, 25%, est-ce que d'ici là, il y aura un accord commercial entre les États-Unis, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon? Ces pays discutent. Les 25% ont été annoncés, mais naturellement que ça discute, pour pouvoir éventuellement ajuster cela. Donc c'est face à cela, en fait, que le S&P 500, tant que ces incertitudes ne sont pas levées, le marché peut rester sous pression. Alors, s'agira-t-il cette semaine de la libération ou non? Libérer quoi? Libérer le commerce américain? Libérer le marché action? Voilà, je voulais jouer un peu sur ces deux aspects-là. Cette semaine, donc, on parle de commerce mondial, de perspectives macroéconomiques. Ça tombe bien, parce que comme chaque première semaine vendredi du mois, comme chaque premier vendredi du mois, c'est la mise à jour de données stratégiques pour la croissance économique, notamment donc les données du marché du travail aux États-Unis. Le vendredi 4 avril, la mise à jour du rapport NFP. Mais tout au long de la semaine, tout au long de cette semaine d'avril, vous avez la mise à jour de toutes ces statistiques de l'emploi qui comptent énormément. Et vous allez voir que certaines entreprises ont déjà commencé, alors peut-être déjà à ralentir leurs embauches. Face à l'incertitude, on ralentit les embauches. Mais en même temps, il y a en parallèle de ça des arrivées dans la population active. Et puis peut-être que certaines, déjà concernées là par des tarifs douaniers, ont licencié. Bon, c'est ça, et ça c'est majeur pour la Fed. D'ailleurs, je vous remontre, hein, la réserve fédérale des États-Unis ne tolère pas, c'est ce qu'elle a rappelé dans ses projections macroéconomiques, elle nous dit qu'elle ne tolérera pas un taux de chômage qui dépasse 4,4% de la population active. Et nous n'en sommes pas très loin. Donc cette semaine, vous avez la mise à jour du rapport NFP. Tout le monde, toute la haute finance va regarder le taux de chômage qui est récemment remonté, donc a fait un petit tic à la hausse à 4,1% de la population active. Mais ce qui est passé un peu inaperçu, ici vous avez le taux de chômage, donc U3, hein, le taux de chômage standard. Et ici, vous avez le taux de chômage U6, qui prend en compte le travail à temps partiel, les personnes qui ont arrêté de chercher un emploi. Et il a fait un énorme bond de 7,5 à 8%. Alors s'agit-il déjà de secteurs industriels qui se préparent à la guerre commerciale, aux effets des tarifs douaniers? Bon, ça c'est assez inquiétant. Et cette semaine, vous allez voir que la haute finance va vraiment avoir un focus vraiment très particulier sur ce taux de chômage U6. Avec aussi bien sûr les ouvertures d'emploi, les job openings. Et d'autant plus que le niveau des ouvertures de postes est à peu près revenu au niveau pré-Covid. Donc c'est une zone où il ne faut pas aller plus bas. Ça, ce fut le choc baissier de la crise sanitaire. Alors, si les créations d'emplois s'effondrent en lien avec l'incertitude liée à la guerre commerciale, ça peut être compliqué. Et c'est là où ça peut déclencher. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le Fed Put. En fait, la question, si vous voulez, la question, elle est de savoir quand est-ce que se déclenche soit le Fed Put, soit le Trump Put. Trump, on a le sentiment que sur ce second mandat, les marchés financiers s'en fichent un peu. Enfin, en tout cas, pour commencer l'année. Mais viendra un moment où si le marché est sous pression, ça peut déclencher le Trump Put, c'est-à-dire à un moment où il cesse d'alourdir la note et où il passe en mode plus accommodant sur le plan de la guerre commerciale. Pour le Fed Put, nous le savons. La Fed a donné tous les éléments la semaine dernière. Pour le Fed Put, nous avons toutes les données. Le Fed Put, c'est si le chômage augmente au-dessus des 4,4% de la population active. Donc ces données du chômage, cette semaine, seront très importantes à suivre, avec comme chaque mois donc toutes les statistiques américaines, les créations d'emplois,
les ouvertures de jobs, les inscriptions hebdomadaires au chômage continuent, l'enquête ADP, il faudra regarder suite au taux de chômage où en est la règle de SAM, enfin voilà, bon, ça ce sont des choses qu'on pourra débriefer quand les données seront publiées le vendredi 4 avril. Alors, je voulais faire un zoom sur je vous remets à droite l'ensemble des différents indicateurs que je suis en termes pour évaluer une probabilité de récession aux États-Unis, donc les hard data, comme la production industrielle, les soft data, comme les indices PMI, des modèles combinatoires et d'autres éléments. Mais je voulais faire un zoom sur le modèle du leading indicator du Conference Board, car il vient d'être mis à jour. Il a été mis à jour à la fin du mois de mars. Et il est très intéressant parce qu'il représente bien ce qui se passe actuellement. Il représente bien ce qui se passe actuellement. Vous avez deux courbes. Vous avez en noir les conditions économiques actuelles et en bleu le fameux leading indicator, celui qui est censé anticiper les conditions économiques futures. Et vous pouvez regarder que dans le passé, à chaque fois, le leading indicator s'est retourné à la baisse avant les conditions économiques réelles. Et là, il y a une divergence complètement étonnante entre les conditions économiques réelles qui continuent d'être correctes et par contre les anticipations qui s'effondrent. Et ça, c'est lié à l'incertitude commerciale. Donc, vous voyez, c'est majeur. Alors, là, c'est vrai que certains disent que le modèle du Conference Board, le LEI du Conference Board ne marche plus parce que du coup, là, ça n'a pas annoncé de récession économique. Ça peut arriver ou pas. Mais en fait, c'est parce que dans ce leading indicator, vous avez beaucoup de sentiments prospectifs. Et là, pour le coup, il est très négatif face à l'incertitude commerciale. Mais si cette incertitude commerciale est levée, ou s'il s'agit que de tarifs réciproques, globaux, eh bien, effectivement, cette courbe de LEI pourrait remonter. Bon, donc en tout cas, il faut faire attention, parce que dans la dernière mise à jour, on peut voir que la moitié des composantes du LEI ont décliné, donc, et le LEI est toujours en zone d'alerte. Hein. Donc voilà, mais sans mettre en avant particulièrement ce modèle, il représente bien ce qui se passe actuellement. Les conditions économiques restent à peu près solides, mais le sentiment de marché, les anticipations sont dans l'inquiétude. C'est vraiment ça que représente le leading indicator ici du Conference Board. Alors comme chaque semaine, je vous fais un point technique sur tous les horizons de temps sur l'indice S&P 500. Alors on commence par la base. Alors, en données mensuelles, clôture mensuelle, le RSI est sorti par le bas de la zone de surachat, c'est pas exceptionnel. Il n'y a pas de croisement négatif encore sur la ligne de MACD. Mais effectivement, en données mensuelles, on se met dans une période un peu, alors qui fut soit des périodes de correction, soit de range. Vous voyez ici, hein, les divergences des ranges. Effectivement, on peut s'attendre à ce que ces prochains mois, ça reste quand même en range. Alors, est-ce que ça tient toujours la route avec, selon moi, un marché qui est toujours dans une vague 4? Oui, je pense qu'on est toujours dans une vague 4. Est-ce qu'elle est finie? J'en sais rien. Mais moi, j'estime que nous sommes dans une vague 4 tant que le S&P 500 tient le Kumo du système Ichimoku. Donc, tant qu'on est au-dessus des 5350, 5400 points ici sur le S&P 500, je pense qu'on peut avoir donc une vague 4. Et derrière, et probablement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment tout ce qui est fiscal qui peut venir soutenir le SP 500, quand bien même on reviendrait tester ici, moi je pense que d'ici la fin de l'année, on ira chercher les 6500 points qui sont l'aboutissement de ma vague 5. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que la vague 4 est terminée? Il faudrait redépasser les 5850 points. Donc voilà. Donc tant qu'on est sous 5850, on peut faire par exemple un double bottom et repartir, ou retracer ça et repartir. Bon, en tout cas, c'est vraiment la zone de résistance qu'il faut dépasser pour pouvoir dire que la vague 4, est terminée. Ça correspond d'ailleurs aussi à la Kijun-sen en données journalières ici sur le système Ichimoku. Donc ça, c'est majeur. Mais dans l'immédiat et plus proche de nous, en ce qui nous concerne, tout le monde attend que cette liquidité mondiale en rebond depuis le début de l'année vienne se déverser sur les actifs risqués, vienne se déverser sur le S&P 500, vienne se déverser sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'inquiétudes encore. On le voit à travers les données de l'association américaine des investisseurs particuliers. Le réservoir des vendeurs est encore très largement rempli. Et d'ailleurs, c'est pareil en ce qui concerne les indicateurs de sentiment sur le marché des crypto-monnaies. Donc il y a un environnement de peur. Alors les creux majeurs, les bottoms, se construisent souvent
depuis un environnement de peur. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours dans mon idée que soit on a fini la 4, soit on est toujours en train de la construire, mais que c'est une vague 4, et que cette phase de correction, je n'en ai pas encore la forme finale de sa fin, en tout cas pas quand j'enregistre la vidéo, et pour vraiment considérer qu'elle est terminée, il faut faire sauter cette résistance des 5850 points. Alors, est-ce que d'abord on retrace ou pas? Nous verrons bien. Mais j'estime que derrière, eh bien, d'ici la fin de l'année, oui, je vous confirme toujours que je pense que les replis s'achètent et que ce marché peut aller chercher les 6500 points. Voilà, j'espère que cette émission Top Gun vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.